Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga. Alors, on s'était arrêté sur un exercice, puisqu'on abordait la question des chaînes alimentaires. Et je vous avais proposé 2 exercices. Le deuxième, on avait commencé à corriger. Je pense que l'heure était déjà arrivée, on a arrêté. Donc je ne sais pas si vous avez pu terminer l'exercice à la maison, mais l'idée c'est de proposer un étudiant qui peut nous faire un exposé de ce qu'il a trouvé comme schéma avant de continuer. Je sais qu'il y avait un étudiant qui avait déjà présenté une résolution, mais pour laquelle moi je n'étais pas très satisfait. Donc on va essayer d'aborder ça très rapidement. Donc s'il y a des gens, au moins un étudiant. Oui, ok, venez. Je vais écrire combien je vais pas. Bon, ça dépend de toi, tu peux écrire. Faut faire vite, hein.
Ouais, prends le micro si tu finis, tu expliques. Hein? Prends le micro, explique. Donc, ici, on nous demande de présenter, de réaliser le réseau alimentaire de ce milieu par un schéma fléché. Donc, on va commencer d'abord par la matière minérale. Donc, cette matière minérale va être consommée par les roseaux, qui sont des plantes, et par des arbres, qui sont des plantes. Ça se trouve au fond des océans. Donc ces arbres vont être consommés par les escargots, mais aussi les roseaux et les arbres vont être consommés par les escargots. Ces arbres vont être consommés par les crustacés, ainsi que par les berges. Ces crustacés vont être consommés par les berges, mais aussi les larves d'insectes. Les animaux de poudre vont consommer les larves d'insectes, les petits mollusques et les insectes. Ces petits mollusques aussi, les insectes, ces poissons, ces vers vont être consommés par le héron. La matière organique qui va être consommée par les vers de terre, ces vers de terre vont être consommés par les crapauds aussi consomment des mouches. Ici, on a un réseau alimentaire composé de deux chaînes alimentaires. Il faut demander s'il y a des observations en tout cas. S'il y a des suggestions ou bien ce que vous ne comprenez pas, des suggestions. C'est bon. C'est la taille de la Bah, si tu veux, hein, parce qu'il n'y a pas... Bon, tu parles pas pour moi, parce que moi je sais. Ouais. Bah, il a démarré par la matière minérale. Alors qu'ici, il n'y a pas de matière minérale. On devrait démarrer plutôt par les êtres vivants qui sont là. Et l'aide comme c'est la nature de l'alimentation qui va démarrer. Des algues. Et moi, j'ai fait un autre schéma différent. Une autre scène différente de ce qu'il a fait. J'ai commencé par des décomposeurs. Ça, c'est un réseau. Il y a plusieurs chaînes. Oui, bon, il y a plusieurs chaînes. Et j'ai terminé par les décomposeurs comme ceux qui vont terminer par les herbes. Oui. Mais il vaut mieux parler pour que tout le monde comprenne. Voilà. Bon, donne-lui le micro. Non, allez, c'est bon. C'est bon. C'est un réseau alimentaire. Un réseau alimentaire est composé de plusieurs chaînes alimentaires. À savoir. On l'a dit comme ça. Bon, c'est bon. Comment c'est comme ça? Matière minérale. Ouais. Non, c'est les matières minérales. Oui, bon, ça va. Bon, on va essayer d'avancer, hein, parce que... Comme là.
Qu'est-ce qui manque dans son schéma? Qu'est-ce qui manque dans son schéma? Il a tout fait sauf la légende. Oui, la légende. Hein? Il faut faire parler les flèches. Il faut faire parler les flèches. Vous ne pouvez pas schématiser sans faire la légende. Donc, cela veut dire qu'il faut schématiser une flèche qui indique que consommez pas ou mangez pas. Parce que sans cela, on ne peut pas comprendre la relation. Okay? Ça, c'est important. Bon, tu peux laisser, c'est pas grave. Donc, j'espère que vous avez pu... Le premier travail à faire, c'est déjà d'essayer de connaître les éléments qui sont indiqués, donc en particulier les organismes vivants. Ok? Bon, évidemment, ici, il y a une partie qui concerne les organismes vivants, mais dans la partie nourriture, alimentation, il n'y a pas que des êtres vivants dedans. Donc, parce qu'à l'intérieur, il y a la matière organique, il y a la matière minérale. Donc, ça fait partie du réseau. Et c'est pourquoi il est pertinent aussi d'indiquer que c'est en fait plusieurs réseaux ici. Et c'est ce qui fait que, quelque part, il dit, s'il y a à identifier des chaînes alimentaires, on peut identifier les deux types de chaînes alimentaires, parce qu'il y a la chaîne de détritivores qui est intégrée dedans, et la chaîne de prédation aussi qui est intégrée dedans. C'est pourquoi, quelque part, vous avez ce schéma qui intègre en même temps les organismes vivants et les organismes et les éléments non vivants. Mais dans tous les cas, ça se retrouve dans ce réseau alimentaire, d'autant plus que la base, évidemment, c'est la matière organique, la matière minérale plutôt, qui alimente. Donc, je pense qu'il a raison en mettant en avant la matière minérale, donc qui est utilisée par les organismes, les producteurs primaires. Vous pouvez aussi identifier l'ensemble des producteurs primaires, donc dans un bloc, donc c'est les algues ici, mais aussi d'autres, c'est quoi encore? Les roseaux, ce sont aussi des plantes, c'est des plantes aquatiques. Donc ici c'est pratiquement, donc on est dans un écosystème aquatique, d'autant plus que vous avez des algues et des roseaux. Donc ce sont des végétaux aquatiques. Et dont on sait que la production donc, va permettre d'alimenter quelque part donc, des organismes vivants comme les escargots, donc, qui consomment des herbes aussi aquatiques, okay? Mais également des crustacés, ce sont des espèces aquatiques, donc, qui consomment également. Donc c'est forme d'organismes vivants, ainsi de suite. Ensuite, vous avez, ça remonte, donc au niveau des perches. La perche, c'est une espèce de poisson, donc une espèce de poisson, mais également donc la perche, et puis après il y a les poules d'eau, donc qui consomment des poissons, c'est un oiseau d'eau, donc c'est la gallinule. Et donc ce qui fait que si vous remontez, mais qui consomme en même temps, ici, vous voyez que la dernière fois je vous ai dit, une espèce peut être au centre, disons, d'une chaîne alimentaire parce qu'il peut consommer plusieurs autres espèces. Donc on a des exemples types ici. Donc vous voyez la perche, donc qui consomme en même temps les crustacés. Ok. Mais également vous voyez la gallinule qui consomme les algues, les insectes et en même temps les larves d'insectes. Donc vous voyez que deux flèches vont dans le même sens. Donc c'est pourquoi je disais la dernière fois, votre ami n'avait pas véritablement conçu la chaîne dans sa globalité parce qu'il a présenté une chaîne linéaire. Or ici, les flèches peuvent aller dans plusieurs sens, d'autant plus que la diversification alimentaire de certains organismes amène justement à orienter les flèches vers cet organisme. Et donc nous avons des exemples
Le héron, par exemple, ici, qui apparaît, donc vous verrez qu'il y a plusieurs flèches qui s'orientent vers le héron, donc qui consomme à la fois des insectes, des poissons, mais aussi des vers de terre. Donc, il y a un important travail à faire d'identification. Donc, on a affaire à quel organisme vivant? Quelle est son habitude alimentaire? Ici, heureusement pour vous, l'exercice a stipulé que donc, vous avez les organismes alimentaires, vous avez les êtres vivants, et à côté, vous avez la nature de leur alimentation. Et j'avais attiré l'attention en disant que si vous regardez la nature de l'alimentation, il y a plusieurs matières qui reviennent pour certains organismes vivants. Donc cela veut dire que vous aurez affaire à donc, une chaîne très complexe. Et vous pourrez également voir quel est l'organisme qui est au centre de cette chaîne alimentaire, c'est-à-dire la longueur de la chaîne alimentaire. Donc ça, je n'ai pas voulu poser une question comme ça. Mais si vous prenez depuis la matière minérale jusqu'au sommet, quel est l'organisme qui est au sommet de cette chaîne alimentaire? C'est laquelle? C'est pas parce que le schéma met en haut la perche que c'est la perche qui est au sommet de... Donc, cela veut dire qu'il faut regarder l'organisme qui consomme, dont la chaîne est beaucoup plus longue. D'accord? Le nombre d'organismes qui sont dans sa chaîne alimentaire. Donc s'il y a plus d'organismes alimentaires dans sa chaîne alimentaire, donc cela veut dire que c'est la chaîne la plus longue. Okay? Et donc ici, comme on a des parasites, on a des décomposeurs, on a des producteurs primaires, on a des consommateurs de premier degré, on a des consommateurs de deuxième degré. Vous pourrez aussi faire l'exercice pour ressortir selon les groupes, les niveaux trophiques. Okay? Je pourrais poser la question également, on a combien de niveaux trophiques ici? Ok? Il y en a combien? Oui, vous devez faire apparaître les maillons. Donc on a combien de maillons par exemple? Donc d'autant plus que vous allez voir qu'il y a les producteurs donc primaires, ensuite vous avez des consommateurs de deuxième degré, etc., etc. Donc ça aussi, à partir de là, vous pourrez construire ce qu'on va voir tout à l'heure, ce qu'on appelle les pyramides écologiques. Ok? Donc les pyramides écologiques. Donc c'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Donc il y a une question de bon sens. Donc pour pouvoir connaître les organismes vivants et le régime alimentaire. Donc si c'est dans un écosystème évidemment, donc il y a quand même une précaution. Donc pour voir est-ce que c'est un organisme qui est en interaction avec d'autres organismes beaucoup plus importants que d'autres. Donc c'est ça un peu la difficulté que vous pourrez avoir, c'est de connaître ces organismes vivants. Okay? Non seulement les connaître, mais aussi savoir ce qu'ils consomment. C'est ça qui va permettre de connaître la relation que cet organisme a avec les autres organismes vivants dans l'écosystème. Parce que sans cela, vous pourrez être induit en erreur donc, par rapport à la réalisation du réseau trophique. Donc le réseau, c'est plusieurs chaînes, okay? Donc qui peuvent être un peu plus nombreux que ce que vous le pensez. Je ne sais pas s'il y a des questions donc, par rapport à cet exercice. S'il n'y en a pas, on va essayer d'avancer. Oui? Très rapidement. Bonjour. Ouais. Je voudrais savoir pourquoi vous avez... Je voudrais savoir pourquoi vous avez intégré la règle de l'alimentation dans le réseau. Pourquoi? Vous avez intégré la règle de l'alimentation au niveau du réseau. Je pensais qu'on allait seulement prendre les êtres vivants et faire le réseau. Pourquoi j'ai intégré la nature de l'alimentation? Mais la nature de l'alimentation indique ce que l'organisme vivant consomme. Parce que sans nature d'alimentation, on a du mal à construire ce réseau. Donc c'est important de dire qu'est-ce que l'organisme consomme
pour déterminer la relation que cet organisme a avec les autres. Je pensais que c'était juste pour nous quitter, pour faire le réseau, mais on ne peut pas intégrer ça pour le réseau. Donc on est obligé, je peux ne pas mettre la nature de l'organe de l'alimentation aussi. Hein. L'exercice peut aussi éliminer, oui, ça c'est possible. Donc je mets les organismes vivants seulement et vous pourrez également construire votre chaîne alimentaire. Ça c'est possible. Ouais. Parce qu'à supposer que je vous laisse, suivez. Hein? Suivez, s'il vous plaît. Donc, si on prend la colonne des organismes vivants, des êtres vivants, est-ce qu'il n'y a pas une relation entre ces êtres vivants? Donc, si on regarde la colonne qui est à votre droite, à votre gauche, d'accord? Donc, on a à peu près 8-9 organismes, êtres vivants. Si vous regardez en termes d'alimentation, est-ce que ces organismes n'ont pas de relation? Si. Donc, je peux vous demander, à partir de cette liste, de déterminer simplement la chaîne alimentaire. C'est possible. Maintenant, si je mets à côté la nature de l'alimentation, ça peut complexifier, en fait, le réseau alimentaire. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai répondu, c'est ça la question? Hein? Pardon? Mais c'est ça aussi l'exercice. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? On ne rend pas les choses simples. Si c'est simple, on ne les pas réfléchir. Mais quand on met la nature de l'alimentation, ça peut aider davantage à réfléchir et ne pas se situer dans la simplicité. Ouais. Donc c'est ça. C'est ça la question. Hein? Celui qui a posé la question, c'est bon? D'accord. Donc on peut ne pas rajouter, mais l'exercice tel que c'est présenté, on a fait un exercice de ce genre pour qu'on puisse indiquer aussi la nature de l'alimentation. Hein? Oui, à l'examen aussi, je peux donner quelque chose comme ça. C'est possible. Bon, mais on ne parle pas d'examen pour le moment. Donc, vous avez d'autres préoccupations? D'accord. Oui. Viens poser la question. Je voudrais savoir ici. Paul, plus fort, hein? Pourquoi la alcool, la vie de l'algue est consommée par les crustacés et les verses, alors qu'il n'est pas mentionné dans le tableau? Donc, c'est pas précisé. L'algue est consommée par? L'algue est consommée par les crustacés et les verses. Ah. Suivez, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut suivre là? Oui, d'accord. Donc sa question est pourquoi les algues, bon, les crustacés consomment les algues, ça c'est clair. Maintenant, est-ce que les perches consomment les algues? Parce que dans le tableau en haut, notre tableau, est-ce qu'il y a une relation entre les algues et la perche? Oui, la perche. Il n'y a pas de relation. Donc il y a une erreur dans sa chaîne alimentaire alors.
Pardon? Est-ce que les algues sont consommées par la perche dans le tableau initial? Ouais, donc ça c'est une erreur. C'est une erreur. Pardon? Mais non, ça c'est un autre schéma. C'est un autre schéma. C'est bon? Ouais. Tu as vérifié ça? Ouais, il faut vérifier. Il faut vérifier. Ouais. Pardon? Algues et crustacés. Algues et crustacés. Mais les perches consomment les crustacés. Ça c'est clair. Les perches consomment les crustacés. Pardon? Les algues consomment les crustacés. Mais les crustacés consomment les algues. Oui. Les crustacés peuvent consommer les algues. Ça, c'est possible. OK. Donc, on va essayer d'avancer. Oui. Dernière question. Les algues, ce sont des plantes. Oui. Non, les algues, ce n'est pas de la matière minérale. Les algues, ce sont des plantes. Ce sont des plantes. D'accord? Les algues, ce sont des plantes. C'est des plantes aquatiques. Ce n'est pas de la matière minérale. Donc, il faut comprendre ça comme ça. Est-ce qu'on peut avancer? Il y a encore des difficultés. Mais posez vos questions, sinon moi j'avance. Hein. C'est vraiment, ouais. Pour faciliter la tâche, j'ai réalisé un schéma où j'ai utilisé des êtres vivants. Oui, vas-y. Si, bon, moi je ne peux pas, parce qu'on n'a pas le temps. C'est comme si j'ai commencé par des vers de terre, des algues, roseaux, crapauds comme ça. J'ai utilisé que les êtres vivants. Est-ce que tu peux démontrer ça rapidement? Au tableau, hein? Oui, si vous voulez. Voilà. Il faut leur expliquer, comme ça, moi je... Il faut expliquer à Ibrahim.
Oui, explique. Voilà. Voici la scène alimentaire que j'ai également. J'ai utilisé que les êtres humains. J'ai commencé par les décomposés, c'est-à-dire les vers de terre. Sont consommés par les âmes. Les âmes sont consommés par les crapauds. Les crapauds sont consommés par les aquariums. Je n'ai pas utilisé la nature d'alimentation pour réaliser la chaîne alimentaire. Mais j'ai utilisé des êtres humains. C'est pour faciliter la compréhension. En fonction de votre représentation, j'avais dit que j'avais commencé par les vers de terre. Les vers de terre. Si tu prends les algues ce sont des plantes. N'est-ce pas? Comment les plantes vont consommer les vers de terre? Ça m'a question. Les vers de terre, n'est-ce pas, sont des décomposeurs. Vous êtes d'accord? Les vers de terre, n'est-ce pas, sont des décomposeurs. Vous êtes d'accord? Voilà. Les vers de terre sont des décomposeurs, ils sont dans quelle classe? Dans la chaîne alimentaire. Il faut qu'ils comprennent aussi. Les vers de terre sont dans quelle classe? Les décomposés se situent à la dernière position de la scène alimentaire, n'est-ce pas? Ça dépend de la scène. Les plantes qui sont là, des produits. On va essayer d'avancer, vraiment. Voilà. Parce que les idées aussi, parce que si vous ne savez pas que comme si les vers de terre sont dans la classe des décomposés, Bon, écoutez, on va essayer d'avancer, s'il vous plaît. Oui, si tu veux, tu es là. c'est mieux que les plantes. Bon, je démarre. Bon, le schéma de Ibrahima n'est pas bon, c'est pas très correct, mais ouais. Je vous laisse réfléchir. On va essayer d'avancer. Non, le schéma là est correct quand même. Le premier schéma n'est pas faux. D'accord? Ce que j'essaie de vous expliquer, ça dépend de l'étudiant, de sa capacité à découvrir donc, les différentes relations. Donc, évidemment, on peut procéder par la catégorisation selon que ce soit des espèces qui appartiennent à la catégorie des décomposeurs. C'est ce que Ibrahima essaie de faire ici, en fait. Donc, en disant qu'il y a des décomposeurs ou des parasites, etc. Mais on sait que les organismes qui font ce travail, ce sont les vers de terre ici, dans notre schéma. OK? Mais qui sont à l'autre consommés par d'autres, etc. Donc, cela veut dire qu'il y a plusieurs schémas que vous pourrez ressortir ici. Donc, il n'y a pas un schéma type. Mais si vous proposez, je peux vous dire que c'est correct ou c'est pas correct. Vous aussi, vous pouvez être en mesure de savoir que c'est correct ou c'est pas correct. D'accord? Donc, un des exemples, c'est ça, qui est un exemple qui est correct, plus ou moins. OK? Voilà. Donc, si vous me demandez de reprendre ça, ce n'est pas nécessaire parce que c'est un schéma qui est correct. OK? Voilà. La seule erreur, c'est ce qu'on a vérifié, mais vous pouvez compléter ça également. Donc, parce qu'il y a des relations qui peuvent être encore complétées. OK? Donc, on va parler d'efficacité des chaînes alimentaires. D'accord?
Donc l'efficacité des chaînes alimentaires. Donc en général, dans les documents, vous allez voir que les chaînes alimentaires, comme l'exercice que nous venons de faire, donc c'est des représentations. Les gens peuvent représenter les chaînes alimentaires de plusieurs manières. Et en particulier pour nous, dans notre discipline, on aime utiliser des diagrammes ou des croquis, comme ce qu'on fait. Donc ça, c'est dans l'interprétation des résultats qu'on a souvent. Et vous le savez, c'est les disciplines qui font des schémas comme ça pour mieux expliquer certains phénomènes. Et donc, cela veut dire que l'expression donc, des chaînes alimentaires est souvent illustrée par des pyramides. Et on a généralement 3 pyramides donc, pour les chaînes alimentaires. OK? Donc, il y a la pyramide des nombres, la pyramide des biomasses, et la pyramide de l'énergie. Donc pourquoi pyramide des nombres? Parce qu'ici, on se réfère simplement à la représentation du nombre d'organismes vivants qu'on peut retrouver dans un écosystème. D'accord? Et la schématisation est souvent simple, parce que quand on dit un diagramme, c'est une sorte de représentation donc, qui va illustrer, on a beaucoup parlé de maillons, on a beaucoup parlé de réseaux, on a beaucoup parlé de niveau trophique. D'accord? Les maillons, les niveaux trophiques, maillon égale niveau trophique. Donc, c'est des organismes vivants qui ont à peu près la même fonction dans un écosystème, comme les producteurs par exemple. D'accord? Les producteurs, tous les producteurs primaire dans un écosystème constitue un maillon ou un niveau trophique. D'accord? Trophique vient de consommer. Donc, c'est ce qu'on a déjà expliqué les cours précédents. Donc, cela veut dire qu'ici, donc, comme on le fait souvent en géographie, la représentation par échelle, donc à partir du moment où on peut l'illustrer, donc en diagramme, on sait que c'est des barres, des bandes effilées, donc qui se superposent les unes sur les autres. Donc, mais il y a une représentation qui renvoie simplement à des données qu'on doit avoir au préalable, parce que sans données, donc, on ne peut pas construire un diagramme. Donc les données peuvent être des données numériques en général, et les données numériques soit en valeur absolue, soit en valeur relative. Donc on a ces deux formes donc, qui participent souvent, avec lesquelles on peut s'appuyer pour construire les diagrammes. Donc c'est une forme de représentation simplement. Ici on s'intéresse au nombre, parce qu'à partir de l'évaluation du nombre d'individus dans les écosystèmes par espèce, parce que comme on le dit, c'est plusieurs individus qui constituent une espèce. Donc nous, par exemple, on appartient à une espèce, mais chacun d'entre nous représente un individu. Donc si on doit construire, vous le savez bien, en démographie, on fait souvent des diagrammes, d'accord? On fait souvent des pyramides des âges, donc c'est à peu près les mêmes formes de configuration qu'on a. Donc pour représenter une proportion bien définie d'une catégorie de la population bien définie. Donc c'est à peu près le même format. Donc l'autre élément, c'est d'utiliser la biomasse. Et la biomasse, c'est ce qu'on a dit précédemment, que c'est le poids de la matière. D'accord? Qui peut être évalué en kilogrammes et autres. Donc c'est les unités de mesure donc, du poids. Évidemment, on peut les évaluer de telle sorte qu'on peut représenter donc, la biomasse des producteurs primaires, des consommateurs, ainsi de suite. Et ça également, donc on va se référer au maillon, on va se référer au niveau trophique. Donc il y a un principe de construction, et ça généralement, bon, je peux aussi vous donner des travaux à faire, donc sur la construction des diagrammes. Donc je reviens spécifiquement sur le diagramme qui représente la pyramide des nombres. Donc vous avez ici une illustration d'une pyramide des nombres. Et vous avez vu chaque niveau trophique qui est représenté ici par une sorte de rectangle. D'accord? Vous voyez les bandes, c'est des rectangles en réalité. Donc les rectangles, c'est une figure géométrique
dont on sait que la configuration, il y a une longueur et une largeur. D'accord? Ça peut varier. Donc, mais ici, comme on est dans des représentations, souvent on utilise aussi des échelles de représentation. Vous voyez que dans ce schéma, donc les rectangles de la base sont beaucoup plus longs. Donc, au fur et à mesure qu'on monte vers le sommet. Donc, cela veut dire que schématiquement, le nombre de producteurs est souvent plus important que les autres organismes qui constituent les maillons suivants. Donc, quand on regarde à côté, donc on a fait également donc, une explication plus ou moins détaillée. Donc, vous avez vu les producteurs donc en vert, donc à la base, et on a donné le chiffre donc qui renvoie au nombre de producteurs ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est combien? C'est 5 842 424. Donc ça, cela suppose que le nombre de producteurs est évalué à 5 millions et quelques. Donc le maillon suivant, c'est celui qui est constitué par les herbivores. Donc on l'a mentionné à votre gauche. Donc si vous voyez, donc 1 en chiffre romain, donc qui est le premier maillon, donc qui représente les producteurs, 2 en chiffre romain, donc qui représente les herbivores. Et là également, on a donné le nombre d'herbivores qui est représenté dans cet écosystème. Donc c'est 708 624. C'est le nombre d'herbivores qu'on peut retrouver dans cet écosystème. Le maillon suivant, c'est celui des carnivores de premier degré. Donc c'est 3 en chiffre romain. Ensuite, vous pouvez écrire carnivore 1, parce que c'est carnivore de premier degré. Donc il faut toujours préciser la catégorie des carnivores. Okay. Bon, si évidemment dans l'écosystème, il y a plusieurs catégories de carnivores. Donc ça permet de savoir que les carnivores peuvent ne pas être dans le même maillon. Donc selon leur niveau de consommation ou la nature de leur alimentation, donc les carnivores peuvent ne pas appartenir au même maillon ou au même niveau trophique. Donc les carnivores de premier degré viennent immédiatement après les herbivores. Donc c'est ce qui est représenté ici, carnivore 1. Donc on a le nombre à côté, c'est 354 000, donc 904, le nombre. Ici on parle de nombre, comptez 1, 2, 3. Ensuite on a les carnivores de deuxième niveau. Okay, représenté par le chiffre 4 en chiffre romain. Donc ici, il ne reste que, on a dénombré combien? Il n'y a que 3. Donc si vous regardez le nombre, de la base vers le sommet, quel est le constat qu'on fait? C'est que ça diminue. Une diminution progressive. Plus on évolue vers le sommet, plus le nombre donc diminue. Ok? Ça peut s'interpréter aussi. Donc ça peut s'interpréter. Cela veut dire que quelque part, donc je ne veux pas rentrer dans les interprétations, mais évidemment que dans l'écosystème, donc en général les producteurs sont beaucoup plus nombreux que les autres éléments de l'écosystème. Ok? Quelle est la cause? Ah, moi je ne peux pas savoir quelle est la cause. Je ne suis pas censé savoir tout. Ah, mais naturellement, ici, dans le milieu naturel, donc, parce que les producteurs renvoient, donc comme depuis le début, on a dit les producteurs renvoient à quoi? Aux végétaux. Aux végétaux. D'accord? Donc ici, dans le schéma de représentation des écosystèmes, donc en général, les végétaux sont beaucoup plus nombreux. Parce que naturellement, bon, ça devient l'ordre du naturel. Parce que bon, je ne sais pas si la science peut démontrer ça ou pas, mais il est clair que c'est fait de telle sorte qu'il y ait suffisamment de producteurs pour que les autres associés puissent avoir de la nourriture en fait. C'est simplement ça. C'est comme aujourd'hui on dit que bon, s'il n'y a pas suffisamment de production pour l'humanité, mais on n'aura rien à consommer. Donc Dieu fait de telle sorte qu'on a énormément de choses à consommer. Parce que si nous devenons beaucoup plus nombreux que ce qui est disponible pour nous, mais nous n'allons pas survivre. C'est exactement la même chose.
Et je pense qu'on est en train de vivre des situations comme ça. Les crises alimentaires viennent du fait que la base de la production donc, ne fonctionne plus. Et les gens ont du mal à trouver la nourriture là. Donc dans ce schéma, si on disait par exemple que les producteurs primaires, c'est les 708 000 et les herbivores représentaient les 5 millions, qu'est-ce qui va se passer dans cet écosystème? Mais c'est la bataille, c'est la crise. Donc on est dans une logique. Donc c'est pourquoi je parlais tout à l'heure d'efficacité des chaînes alimentaires. Dans quelles conditions une chaîne alimentaire peut être efficace? C'est-à-dire que tous les organismes vivants ont la possibilité de satisfaire leurs besoins en termes de consommation. Et ça, c'est la loi de Lindemann. On va voir ça plus tard. Qui estime qu'il faudrait qu'il y ait suffisamment d'aliments pour qu'un maillon puisse satisfaire ses besoins, afin que ce dernier puisse permettre au maillon suivant de pouvoir satisfaire ses besoins. Et donc, c'est la loi des transferts. Donc, qui estime qu'il faut 10%. Et quand on est en deçà de 10%, la chaîne devient inefficace. Donc, parce que finalement, les 10% doivent pouvoir être transférés jusqu'au dernier maillon. Et s'il y a un maillon qui ne satisfait pas les 10%, c'est ce qui crée finalement la disparition d'un des maillons. Parce que les maillons suivants n'ont plus de quoi donc, répondre à leurs besoins. Donc, c'est un peu la question là. Donc, il est important de garder à l'esprit cela, l'évaluation de la population, donc qui fournit plus ou moins des indicateurs sur l'état des écosystèmes et qui, par ailleurs, peut expliquer plus ou moins les phénomènes d'extinction des espèces, d'extinction de masse. Vous avez entendu parler de ça. Ou alors, ça peut aussi produire le phénomène inverse, c'est-à-dire le fait que certains organismes vont pulluler, donc vont envahir un écosystème. Donc ça arrive. Donc vous entendez souvent parler de plantes envahissantes. Okay? C'est désagréable, mais pourtant, donc c'est un dysfonctionnement d'un écosystème qui fait que ces plantes donc, occupent peut-être une importance, mais dont on sait que l'utilité n'est pas grande. Donc ça crée des problèmes. Et les gens vont essayer de lutter contre ces plantes envahissantes. Donc c'est des phénomènes naturels qu'on peut observer, évidemment. Et que si vous avez des données, donc il est possible pour vous de schématiser et de fabriquer ou de construire des pyramides. Donc je les donnais parfois en examen. Donc à partir des données d'un écosystème, donc de vous demander évidemment de construire ou de proposer donc la pyramide des nombres ou la pyramide des biomasses. Donc le schéma est souvent simple parce que la question se pose sur la représentation, mais ici, comme on l'a fait pour le schéma de tout à l'heure, il est souvent question de procéder par un raisonnement d'échelle. C'est-à-dire que quand on a la pyramide des nombres, de 5 millions, vous ne pouvez pas représenter ça sur un papier. Voilà, donc ça vous conduit à ce que les géographes font de réduction d'échelle. Donc, si c'est une pyramide comme ça, donc vous direz que selon la longueur, 5 millions, donc cela veut dire que peut-être 1 million représente 1 centimètre. Donc ça, c'est le schéma que vous pourrez faire pour pouvoir représenter cette pyramide. Mais si vous ne proposez pas une échelle, donc cela veut dire que vous faites dans l'amateurisme. Or, ce n'est pas ça le travail du géographe. Donc, réduire l'échelle, comme on fait ça en représentation cartographique, pour pouvoir illustrer donc, un élément donc, qui est peut-être facilement expliqué. Donc, c'est le même procédé pour la pyramide des biomasses. Ici, contrairement au nombre, on s'intéresse maintenant au poids, okay, pour les organismes vivants qui occupent un écosystème. D'accord? La pyramide de la biomasse qui fournit une évaluation de la masse donc, des producteurs donc, par rapport aux consommateurs, ainsi de suite. Donc, et en général, vous regardez que les premiers étant toujours supérieurs au second. Donc c'est le même schéma. Donc pour la biomasse, évidemment, les producteurs ont toujours un rectangle beaucoup plus allongé. Donc le sommet est souvent effilé, très effilé, pointu. Donc plus on monte en hauteur, donc plus évidemment,
les rectangles deviennent plus défilés. Donc on a pratiquement un schéma rectangulaire si on regarde ça d'une autre façon. Donc, parce que le sommet est assez pointu. Donc ça c'est des explications que je vous donne comme ça. Donc d'autant plus que c'est des formes de représentation, d'appréciation, de l'évaluation donc des organismes vivants dans un écosystème, soit selon leur nombre, soit selon la biomasse qu'ils peuvent produire. Il y a une question, oui. Mais voilà, il faut prendre le micro, hein, parce que tout le monde prend le micro. Ouais, viens prendre le micro. Le principe ici, c'est que tout le monde parle avec le micro. Voilà. Pourquoi La pyramide des biomasses. Oui. Et la pyramide des biomasses. Parce qu'ici, je vois, vous avez mis un long trait là. Un long trait, oui. 5 grammes par mètre carré. Là-bas, il n'y a pas ce trait-là. Ok. D'accord. Bon, ça, c'est une observation pertinente. Donc, dans cette pyramide, on a représenté les décomposeurs à côté, en fait. Donc, pour les décomposeurs ou les parasites, tout ça, ceux qui font le travail de minéralisation, donc il y a deux façons de les représenter dans les pyramides. Ok? Donc, soit on peut les mettre donc, sous forme de barres à côté, ou alors les ajouter donc, à la pyramide globalement, donc, mais à la base. D'accord? Donc ici, l'illustration qui est donnée ici, c'est que les décomposeurs, on les a aussi représentés d'une autre manière. Comme dans la pyramide des nombres, on peut aussi représenter le nombre de décomposeurs. Donc en ce moment, donc, il faudra l'indiquer quelque part. Donc c'est ici, c'est le schéma qui renvoie simplement à la représentation donc, du poids des décomposeurs. Donc c'est ce qui représente, si vous voyez bien, c'est de la production. C'est de la production parce que vous avez un gramme par mètre carré. Donc vous avez vu les décomposeurs, c'est 5 grammes par mètre carré. Les producteurs, c'est 809 grammes par mètre carré. Les herbivores, c'est 37 grammes par mètre carré. Les carnivores de premier degré, 11 grammes par mètre carré, et les carnivores de deuxième degré, donc 1,5 grammes par mètre carré. Donc ça c'est le schéma que l'on a ici et qui vous permet justement, donc selon les organismes qui sont identifiés et selon les résultats de l'évaluation, on peut évidemment les représenter de cette façon. D'accord? Et vous verrez également que selon le poids, donc ici, on a la même configuration que la pyramide des nombres. Donc parce que la pyramide, à la base, elle est large, mais au sommet, elle est plus ou moins effilée. Donc, je vais terminer par cette pyramide. Ici, c'est les énergies. Donc, cette pyramide est un peu plus complexe parce qu'elle ajoute, on y a représenté la partie perdue d'énergie. Donc les bandes en noir, donc parce que si vous regardez la pyramide, donc le premier rectangle des producteurs, vous avez une partie qui est au-dessus vert, et une partie qui est noire. D'accord? Donc c'est la représentation de la production brute et la perte. Ok? Et on l'a fait pour l'ensemble des maillons. Donc vous voyez que dans l'ensemble des maillons, ainsi que la partie qui représente les décomposeurs. C'est la bande qui est à votre gauche. Donc ça également, c'est des éléments importants. Donc cela veut dire qu'il y a 3 types de pyramides que vous pourrez rencontrer. Soit pour la pyramide des nombres, soit pour la pyramide des biomasses, soit pour la pyramide des énergies. Okay? Donc il est clair que les pertes, donc on peut les représenter aussi pour la biomasse. Donc c'est possible donc, de pouvoir avoir un schéma qui représente une pyramide de la biomasse avec
donc ce qui est perdu. Donc je pense que sur la question des pyramides, ce n'est pas très compliqué. Donc en termes de construction, donc c'est une question de représentation. Et souvent, il faut se baser sur les données qu'on a pour pouvoir représenter. Et vous avez bien vu que toutes les illustrations indiquent donc aussi bien les maillons et les organismes qui sont intéressés. Donc les producteurs, les herbivores, les carnivores, etc. Si c'est les nombres, on a mis à côté le chiffre qui renvoie au nombre. Et si c'est la biomasse également, on met à côté le poids donc, de ce maillot. Donc c'est ce qui nous amène très rapidement à voir les notions de transfert. Et ça, c'est des éléments de calcul. D'accord ? Donc quand on pense au transfert, donc dans une chaîne alimentaire, c'est la proportion de matière donc, qui peut passer d'un maillon à un autre. D'accord ? La proportion de matière qui passe d'un maillon à un autre. Ok? Et donc ici, comme on le sait, c'est une relation de consommer à consommer. Donc cela veut dire que les producteurs primaires, ils sont consommés par donc les consommateurs de premier degré. Les consommateurs de premier degré sont consommés par les consommateurs de deuxième degré. Et l'intérêt ici, c'est d'évaluer un peu ce qui passe d'un maillon à un autre. Parce que quand on dit consommer, on consomme et puis il y a une perte. Qu'est-ce qui reste finalement pour aller servir de base d'alimentation pour le maillon suivant? Et ça, c'est des calculs de proportion. Donc cela veut dire que vous passez d'un premier maillon à un deuxième maillon. Et le rapport donc, est défini par une valeur relative en pourcentage. Donc ce qui va nous faciliter après de comprendre, d'expliquer la loi de Lindemann. Donc cela veut dire que si vous avez la pyramide des nombres, comme je l'ai repris ici, la pyramide des nombres, donc on a repris l'illustration précédente que je venais d'expliquer. Donc on a les producteurs, c'est 5 842 424. Ok? Donc j'ai mis à côté un tableau pour extraire les données. Donc dans le tableau, il y a deux colonnes. La première colonne renvoie au niveau trophique. Quand je mets niveau, c'est les niveaux trophiques, c'est les maillons. Donc on a le P, c'est les producteurs. H, c'est les herbivores. C1, c'est les carnivores de premier degré. C2, c'est les carnivores de deuxième degré. Et je mets à côté la deuxième colonne qui renvoie au nombre. D'accord? Donc pour chaque maillon, on connaît le nombre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on vous demandait de représenter les rapports? Donc ce qui amène le calcul que j'ai fait un peu plus bas, le deuxième tableau. Donc le transfert se passe d'un maillon à un autre. C'est pourquoi il faut toujours indiquer dans quel sens le transfert se fait. Donc ça passe du P, c'est-à-dire les producteurs, aux herbivores. Donc on prendra le nombre d'herbivores sur le nombre de producteurs multiplié par 100 et vous allez trouver le rapport. Donc cela veut dire que ici le transfert, la proportion qui est transférée entre les producteurs et les herbivores, c'est 12%. Vous pourrez reprendre les calculs après à la maison si ça vous intéresse. Donc vous allez faire de pareil pour les autres maillons. Donc ici on a commencé par les producteurs sur les herbivores. Ensuite c'est les herbivores sur les carnivores de premier degré. Après c'est les carnivores de premier degré sur les carnivores de deuxième degré. Maintenant il y a la dernière opération qu'on peut faire pour voir globalement depuis les producteurs jusqu'aux carnivores de dernier degré, qu'est-ce qui est la proportion qui passe finalement. Donc cela veut dire que pour le dernier maillon, c'est de prendre les producteurs. Donc c'est une question de producteurs et de consommateurs de dernier degré. Donc c'est le nombre des producteurs. Donc on le connaît.
Donc c'est les 5 800 000 et quelques. Donc c'est ce rapport entre les carnivores qui sont au sommet de cette pyramide. Il y en a 3. Sur le nombre de producteurs, donc qui sont à la base. Et ça, c'est l'évaluation globale du transfert. Et donc, quand on regarde, on va se retrouver à des chiffres décimaux, donc 0,5, etc. Donc cela se ramène, si on doit évaluer globalement, c'est une chaîne qui n'est pas efficace du tout. Parce que si on regarde de la base des producteurs jusqu'au consommateur de dernier degré, c'est 5%, 0,5 qui arrive là-bas. Donc cela veut dire que la matière qui est transférée, donc c'est les premiers maillons qui bénéficient, mais les autres maillons qui suivent, c'est difficile quand même. Donc ça c'est le schéma donc, que vous aurez. Donc si vous avez, bon évidemment je vais vous donner des exercices à faire là-dessus. Donc vous allez essayer de travailler. Donc pour la pyramide des nombres, pour la pyramide de la biomasse et pour la pyramide également des énergies. Parce qu'on peut faire le transfert sur l'ensemble des pyramides. Okay? C'est le même schéma de calcul, donc sur le transfert. Okay? Donc je vais vous proposer les exercices, mais je ne sais pas si on aura le temps de pouvoir faire ça. Hein? Non, parce que si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas comprendre. Donc il vous faut faire les exercices pour mieux comprendre. D'accord? Voilà. Donc j'ai expliqué le calcul du transfert. C'est le niveau supérieur divisé par le niveau inférieur multiplié par 100. Donc ça c'est des schémas assez simples. Donc vous avez ici l'énoncé est stipulé comme ça. Donc l'exploitation d'une pyramide des nombres d'un écosystème de savane tropicale montre des tailles de population d'organismes à chaque niveau trophique. Donc vous avez le tableau qui vous indique ça. La première question, c'est de calculer le taux de transfert entre les niveaux trophiques. Et il y a une question de commentaire après. La deuxième question, à votre avis, comment l'augmentation du C2 plutôt, donc dans cet écosystème, peut-elle entraîner une augmentation de P, c'est-à-dire les producteurs? Il faut argumenter ça. D'accord? Donc sinon on s'arrête là, je vous donne l'exercice, la semaine prochaine on va corriger ça. Merci. Hein? Je dis merci. On essaie de faire notre travail, je ne sais pas si c'est correct.
Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga.